Doucement les amis, il n'y a pas de feu dans la maison. Le chat parti. Au poulailler, le fermier de retour. Vous avez rédigé un mémoire de DEA sur le sujet manipulation de la règle de l'antipolarité à tie-break lexicographique en information incomplète. Vous avez Vous avez 25 minutes pour nous présenter votre travail. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président du jury, de me passer la parole. Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, chère assistance, bonsoir. Le travail qui nous réunit ici en cet après-midi est intitulé « Manipulation de la règle de l'antipolarité à tie-break lexicographique en information incomplète ». Notre exposé suivra le plan suivant. Après une introduction, nous allons présenter le problème que nous résolvons dans le mémoire. Ensuite, nous présenterons les outils que nous avons utilisés et qui va nous conduire aux résultats obtenus. Et bien évidemment, nous allons terminer par une conclusion et des perspectives. Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, plusieurs situations de la vie sociale, à l'instar des vôtres, mettent en œuvre une collectivité de personnes devant choisir parmi plusieurs candidats, un seul sur la base des préférences individuelles. Un tel processus se déroule comme suit. On a une communauté d'individus, nous les appellerons des joueurs. On a un ensemble de candidats. Chaque joueur formule sa relation de préférence sur les candidats
et la soumet à la collectivité. Et ainsi, une règle préétablie et sûre de tous, appelée fonction de choix social, déclare l'élu. Dans un tel processus, un joueur se soucie de la prise en compte effective de son opinion. Il se demande, entre deux actions, laquelle entreprendre pour servir au mieux ses intérêts. Doit-il déclarer sa préférence sincère, ou alors peut-il déclarer une préférence autre que sa préférence sincère dans le but de modifier en sa faveur le résultat final? Quand une fonction de choix social public, il existe une situation où un joueur, en déclarant une préférence autre que sa préférence sincère, modifie en sa faveur le résultat final, on dit que cette fonction de choix social est manipulable. Et ainsi, dans la littérature, on distingue la notion de manipulation en information complète. Dans ce cas, chaque joueur connaît exactement l'expression des opinions des autres. Et dans ce cadre, Guibert en 1973, Satory en 1975, les deux, indépendamment, ont obtenu le résultat qui porte leur nom, le théorème de Guibert-Satory, qui stipule que toute fonction de choix social à plus de 3 candidats éligibles, qui n'est pas dictatoriale, alors elle est forcément manipulable. En plus de la notion de manipulation en information complète, on retrouve dans la littérature la notion de manipulation en information incomplète. Maintenant, un joueur connaît juste une partie de l'expression des opinions des autres. Il connaît un ensemble plus ou moins grand dans lequel se trouve l'expression des opinions des autres. Et dans ce cadre, un des aînés du laboratoire de mathématiques appliquées aux sciences sociales, le docteur Mouyou, pour ne pas le citer, en 2004, dans sa thèse de doctorat PhD, a étendu le théorème obtenu par Guibert et Satory dans le cadre des informations incomplètes, où il a montré que dès qu'une fonction de choix social est manipulable en information complète, elle est aussi manipulable juste en information incomplète, juste au moins à l'ordre factoriel m-1. Le problème de notre travail est donc celui de la manipulation de l'antipluralité à taille lexicographique, que nous appelons aussi APL, en information incomplète. APL, c'est quelle fonction de choix social? C'est cette fonction de choix social pour laquelle chaque joueur indique le candidat qui suppose pire pour lui parmi tous les candidats. Tout se passe comme si on présente tout l'ensemble des candidats aux joueurs et on lui pose la question de savoir, parmi tous ces candidats, quel est le pire pour toi? Maintenant, quand chaque candidat a déclaré son pire parmi tous, quand chaque joueur a déclaré son pire parmi tous les candidats, l'élu est le candidat le moins de fois classé dernier. Le taille lexicographique, donc, nous permet de changer dans des situations où on a deux candidats qui sont un même nombre de fois classés dernier. Le taille change en fonction du candidat qui a le plus petit indice. La question centrale donc de notre travail est, dans un processus où la règle qui régit le processus de vote est l'antipluralité à taille lexicographique, est-ce que pour un joueur, déclarer effectivement son pire candidat, sert-il toujours ses intérêts en toutes circonstances? Sinon, quelles sont les situations, tant en information complète qu'en information incomplète, où ne pas déclarer sa préférence sincère pourrait avantager un joueur? Ainsi, nous avons utilisé les outils suivants. Grand N ici désigne l'ensemble des joueurs, grand A l'ensemble des candidats, grand L c'est l'ensemble des ordres totaux sur grand A, un ordre total c'est une relation linéaire, réflexive, antisymétrique et transitive. Et le total, ça veut dire deux candidats sont toujours comparables. Un profil de préférence est un n-duplet Rn donné comme suit, qui donne les préférences individuelles de chaque joueur. R1 ici est la préférence individuelle du joueur 1, R2 la préférence individuelle du joueur 2, Rn la préférence individuelle du joueur n. Ainsi, Ln est l'ensemble de tous les profils de préférence. Et quand je prends un joueur I, un profil de préférence peut se noter R1. Ici, R-I est une contingente du joueur I.
R-I intuitivement donne les classements de tous les autres joueurs sauf le classement du joueur I. On remarque que dans R-I, on a le classement du joueur 1 jusqu'au joueur I-1. On saute le joueur I, on continue à I plus 1 jusqu'au joueur N. L'ensemble de toutes les contingences sera noté L-I. Et ainsi, pour un joueur I, un ensemble d'informations, c'est toute partie non vide de L-I. Maintenant, quand je prends un candidat AJ, S une coalition, grand N AJ de RS me donne l'ensemble des joueurs qui déclarent le candidat AJ comme pire ou peu. Petit n AJ me donne le candidat de l'ensemble du grand N AJ de RS. Avec ces outils, nous pouvons déjà donner une définition mathématique de notre règle de l'antipluralité. Pour un profil de préférence Rn, le candidat AB est élu par l'antipluralité pour ce profil de préférence s'il vérifie les inégalités suivantes. C'est juste dire que le candidat AB est celui qui est le plus petit nombre de fois placé en dernière position. Pour manipuler donc, un joueur a besoin d'une étude des classements des autres joueurs. Pour cela, face à une contingence H-I, un classement de tous les autres joueurs, sauf le classement du joueur I, il va définir ce qu'il appelle le meilleur dans H-I, qui est le candidat HK, qui vérifie les inégalités suivantes. Intuitivement, le meilleur est le candidat qui est élu si l'antipluralité à taille bleue lexicographique est appliquée à cette contingence. Ensuite, on a le challenger dans la contingence, qui est le candidat ayant le plus petit indice et qui vérifie les égalités suivantes. Le challenger, c'est le candidat qui est élu si le joueur I élimine le meilleur. Ainsi, après les candidats meilleurs et les candidats, le candidat meilleur et le candidat challenger dans H-I, tous les restes des candidats sont des candidats distancés. Ils ne sont ni meilleurs ni challenger. Ils ne peuvent pas être élus, quelle que soit la préférence que va déclarer le joueur I. Nous présentons ici un exemple. Voilà le profil de préférence. On remarque que le candidat 1 est déclaré en dernière position. A1 est déclaré en dernière position une fois, c'est par le joueur 2. A2 est déclaré en dernière position deux fois, c'est par le joueur 1 et le joueur 4. Les candidats A3 et A4 sont déclarés exactement une fois en dernière position. Ainsi, pour ce profil, l'élu c'est le candidat A1. Et quand nous prenons la contingence L-1, on remarque que tous les candidats sont rangés exactement une fois en dernière position. Donc ainsi, le meilleur dans L-1, c'est A1. Le challenger, c'est le candidat A2. Les candidats A3 et A4 sont distanciés. Nous présentons maintenant la définition que nous avons utilisée pour la manipulation en information complète. Pour une contingence H-I, le joueur I peut manipuler F et H-I manipulables par le joueur I de RI à QI. Ici, RI, c'est sa préférence sincère. QI, c'est une préférence stratégique. Si le résultat obtenu quand il a déclaré QI est meilleur pour lui que le résultat obtenu s'il avait déclaré sa préférence sincère RI. Et pour la notion de manipulation en information incomplète, on a maintenant un ensemble d'informations grand D, le joueur I a un ensemble d'informations. F est grand D manipulable par I de RI à QI. Si pour toute contingence prise dans grand D, le résultat obtenu avec QI est au moins aussi bon que le résultat obtenu avec RI. Et il existe au moins une contingence pour laquelle cette préférence est stricte. Ainsi définis ces outils et les définitions que nous avons choisies pour la manipulation, nous présentons maintenant les résultats que nous avons obtenus. D'abord, pour l'antipluralité à taille lexicographique, pour ce qui est en information complète, APL et H-I manipulables par le joueur I de RI à QI si les conditions I, 2I, 3 petits I et 4 petits I sont vérifiées. Il doit avoir un challenger dans H-I puisqu'il existe des situations où le challenger n'existe pas toujours. Le dernier candidat, selon la préférence RI, ne doit pas être le meilleur, ce qui doit être le cas pour la préférence QI. Et le joueur I, dans sa préférence sincère, doit préférer le
challenger au meilleur. Pour ce qui est du résultat obtenu pour la manipulation en information incomplète, grand D, un ensemble d'informations grand D de L-I, APL est grand D manipulable par I de RI à QI, si et seulement si le dernier candidat de RI est différent du dernier candidat de QI, et si grand D vérifie petit I et 2 petit i. Petit i ici représente toutes les contingences pour lesquelles, quand le joueur I déclare RI ou QI, il y a égalité entre le résultat quand il a déclaré RI et le résultat quand il a déclaré QI. Et 2 petits i ici nous donnent donc les situations où le résultat change et en sa faveur. Avec ces résultats obtenus pour la notion de manipulation de l'antipluralité, en information incomplète, nous adoptons les notations suivantes. Strict ici représente les contingences pour lesquelles le résultat obtenu quand il a déclaré QI est meilleur pour lui que le résultat obtenu quand il a déclaré RI. In, c'est-à-dire indifférence, c'est les situations où le résultat est égal. Manip représente donc la réunion des deux ensembles précédents. Nous recherchons maintenant les ensembles d'informations maximaux au sens ensembliste qui permettent la manipulation de l'antipluralité. Le corollaire suivant nous dit la chose suivante. Si nous avons RI et RI0 qui ont les mêmes 2 derniers candidats, c'est-à-dire ils ont le même candidat en avant-dernière position et le même candidat en dernière position, et si le dernier dans QI et encore dernier dans QI0, qui est le candidat de rang M-1 dans RI, alors on a les égalités suivantes avec les ensembles stricts et manip. Ce corollaire nous a donc permis de caractériser les ensembles d'informations maximaux qui permettent la manipulation de APL. Ces ensembles sont donc sous la forme grande et égale manip de APL RI, où manip de APL RI est défini comme suit. Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, après avoir donné une caractérisation des ensembles maximaux qui permettent la manipulation de APL, nous recherchons maintenant parmi eux ceux qui ont le plus grand cardinal, ce qui va nous conduire au seuil de manipulabilité. Ainsi, pour 2 contingents du joueur I, H-I1 et H-I2, si ces 2 contingents vérifient la relation suivante, alors elles sont équivalentes pour le joueur I, puisque quelle que soit la préférence du joueur I, le résultat obtenu pour ces 2 contingences est le même. Ainsi, pour toute contingence que nous allons prendre, elle est équivalente à un M-uplet de grand N qui vérifie la relation suivante. Et quand nous avons un M-uplet de grand N, ce M-uplet est le représentant de bêta de x fois factoriel M-1 exposant N-1 contingentes différentes H-I qui sont équivalentes à x. Ce bêta de x ici est donné par l'égalité suivante. Ainsi, cette remarque nous a permis de trouver un moyen qui nous permet de pouvoir calculer le cardinal des ensembles manip de APL de RI et strict APL de RI. Ce qu'il nous reste donc à faire, c'est de trouver parmi ces cardinaux celui qui est le plus grand. Et ça va donc nous donner la valeur du seuil. Après une série de propositions et de lemmes qui sont consignées dans le document, preuve à l'appui que nous ne pouvons pas présenter ici, faute de temps, nous avons obtenu le théorème suivant qui nous donne le seuil de manipulabilité quand le nombre de joueurs est supérieur ou égal au nombre de candidats. Ce seuil est égal donc à l'ordre de toute information dont l'ensemble d'informations est de la forme manip de APL de RI, où dans le classement de RI, le candidat AM-1 est en avant-dernière position et le candidat AM est en dernière position. Le corollaire qui suit nous permet de trouver un algorithme, nous donne un algorithme qui nous permet de calculer la valeur de ce seuil pour un N donné et un M donné. Nous remarquons que ce bloc représente le cardinal de L-I tout entier. Et là-dedans, on va enlever ce bloc qui représente toutes les contingences pour lesquelles, quand le joueur I déclare la préférence QI, qui n'est pas autre que sa préférence sincère RI, alors le résultat change, mais en sa défaveur. Les ensembles
dt de nm sont définis comme suit. Dans ce cas, xm est le meilleur et xt est le challenger avec t coincé entre 1 et m-1. Donc pour cette situation, si le joueur remplace sa préférence initiale RI par la préférence QI, il va plutôt détériorer le résultat. Ici, xm-1 est le meilleur, xm est le challenger. De même, nous avons pu obtenir le théorème sur la valeur de ce seuil quand le nombre de joueurs est suffisamment plus petit que le nombre de candidats. Il nous dit que ce seuil est égal à l'ordre de toute information dans l'ensemble d'informations de la forme manique APL égale I. Maintenant, le candidat AN est en avant-dernière position et le candidat AM est en dernière position. Tout comme précédemment, le corollaire qui suit nous donne un algorithme qui nous permet de calculer la valeur de ce seuil. Les ensembles VT et NM sont définis comme suit. Ici, XM est meilleur, XT est challenger. Ici, XN est meilleur, XT est challenger. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, après avoir obtenu ces algorithmes qui nous donnent de pouvoir calculer la valeur de ce seuil, nous nous sommes exercés à la calculer pour quelques valeurs données de N et de M. Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau ci-contre. On remarque que quand on a exactement deux candidats, le seuil est égal à 0. APL n'est pas manipulable. Nous avons présenté aussi ce tableau sous forme de pourcentage. C'est-à-dire, nous prenons le seuil, nous divisons par le cardinal de L-I tout entier et nous multiplions par 100. De même, on a toujours 0 à 2 candidats, mais on remarque que quand on est à 3 candidats, ce seuil est croissant en fonction du nombre des joueurs. Ainsi, à 3 candidats, l'ajout d'un joueur supplémentaire dans la procédure la rend plus manipulable. Par contre, à partir de 4 candidats, ce seuil est décroissant. Le seuil est décroissant. Maintenant, l'ajout d'un joueur rend la procédure moins manipulable. Pour n fixé, n plus grand, pour le nombre de joueurs supérieur ou égal à 2, on remarque que les seuils sont croissants. Ainsi, quand les nombres de joueurs sont fixés, si on ajoute un candidat, cela va rendre la procédure plus manipulable. Et on remarque que dès que le nombre de joueurs est supérieur ou égal au nombre de candidats plus 2, le pourcentage de ce seuil est égal à 100%. Ici, donc, il y a possibilité de manipuler en information incomplète. Donc, les 3 cas qui sont dans le tableau nous présentent donc ce résultat. Si on continue le tableau, ce pourcentage de 100 va continuer sous forme d'un triangle. Ceci rejoint un résultat qui existe déjà dans la littérature, dans un article publié par Anjiga et al. En 2005, intitulé Strategic Behavior Under Complete Ignorance, a Prevalent Constructive Voting Rule. Donc, dans cet article, il est montré que l'antipluralité est manipulable en information nulle dès que le nombre des candidats est supérieur ou égal au nombre de joueurs plus 2. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, dans notre travail, nous avons caractérisé les contingences et les ensembles d'informations qui permettent la manipulation de l'antipluralité. Nous avons donc recherché parmi ces ensembles ceux qui sont maximaux au sens ensembliste, ce qui nous a conduit au seuil de manipulabilité. Il serait intéressant de mener dans un avenir très proche une étude sur la nature de l'information qui convient à chaque ensemble d'informations. Une étude aussi sur le comportement asymptotique du seuil de manipulabilité que nous avons obtenu est souhaitable pour voir comment se comporte ce seuil quand n devient plus grand, n aussi plus grand. Est-ce qu'il y a une sorte de convergence ou quelque chose d'autre? Et enfin, que deviennent les résultats que nous avons obtenus pour un tie-break autre que le tie-break lexicographique? Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, voilà présenté brièvement le travail que nous soumettons cet après-midi à votre appréciation. Vos remarques, vos critiques, vos suggestions et vos propositions sont déjà la bienvenue. Monsieur le Président du jury, avant de vous remettre la parole, permettez-moi
de saisir cette opportunité pour exprimer toute ma gratitude à l'endroit du professeur Nicolas Gabriel Adjiga, qui, malgré toutes ses fonctions, s'est dévoué à encadrer ce travail. Nous pensons aussi au docteur Mouyou, qui a été à nos côtés durant toute la période d'élaboration de ce travail et nous a encadrés. Nous ne saurions oublier tous les enseignants du département de mathématiques de la faculté des sciences et de l'école normale supérieure pour la formation qu'ils nous ont assurée. Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, chère assistance, je vous remercie pour votre aimable attention. Quel est le degré de manipulabilité de cette fonction? Vu que c'est la nature de l'information et la quantité d'informations qui implique la manipulabilité, on doit donc se demander quel est le niveau minimal d'information nécessaire à la manipulation. On a pris une règle, l'antipluralité, qui n'est pas la règle la plus connue. Parce que la règle la plus connue, c'est la pluralité. Oui, peut-être indique donc quelle est la différence entre pluralité et antipluralité. La différence est que pour la règle de la pluralité, on regarde plutôt le premier candidat. On demande à chaque joueur de déclarer son meilleur parmi les candidats. Autant, par contre, pour la règle de l'antipluralité, on demande aux joueurs de déclarer le pire des candidats. Pour la pluralité, l'élu, c'est le candidat qui est le plus grand nombre de fois déclaré meilleur. Pour l'antipluralité, l'élu, c'est le candidat qui est le moins de fois déclaré en dernière position. Donc ça, c'est la première remarque. Parce qu'il y a anti, ça signifie qu'il y a pluralité qui est la base et qui nous permet d'avoir une deuxième remarque. Vous avez peut-être, vous êtes allé un peu trop vite sur un certain nombre de résultats qui étaient essentiels pour la détermination de ce seuil. Pour déterminer le seuil numérique, c'est-à-dire les nombres, il faut avoir une fonction seuil en réalité. S'imaginer si mon candidat le meilleur est élu, je n'ai pas de problème, je ne peux pas multiplier, je n'ai même pas intérêt à le faire. Maintenant, si mon meilleur n'est pas élu, je me demande, et c'était ça la première chose, qu'est-ce qui arrive si je ne le vote pas? Et quel sera le degré d'influence de mon vote? Je regarde donc la contingente HN-. Et il y a trois cas. HN- a forcément un meilleur élément qui aurait été élu si je ne participe pas au vote. Et réexplique bien cette notion de challenger et cette notion de distancer. Parce que c'est ça qui est important pour la mise en place de notre méthode de mesure. Donc, toujours repartir dans le méthode, parce que je juge que tu es allé là déjà.
Les préférences du joueur 1, le premier c'est le candidat A3. À défaut du candidat A3, il prend le candidat A4. Ainsi de suite, le pire des cas pour lui, c'est le candidat A2. Et quand on prend donc tous les classements, sauf le classement du joueur 1, donc il regarde le nombre de fois que chaque candidat est placé en dernière position. On a le candidat A1 une fois, le candidat A2 une fois, de même pour A3 et A4. Ceci donc nous conduit à dire que le meilleur dans R-1, c'est le candidat A1. Le challenger, c'est le candidat A2. Et les candidats A3 et A4 sont distancés. Donc, si lui, il entre dans le jeu et il n'élimine pas le candidat A1, alors le candidat A1 sera élu. C'est-à-dire, si on passe au vote sans lui, l'élu c'est le candidat A1. NA1, c'est RN. C'est NA1, RN. Il regarde dans cette combinaison. Il constate que si il ne vote pas, qui sera élu? A1. Et A1 est à quelle position dans son classement? En avant-dernière position. En avant-dernière position. Il veut donc se demander qu'est-ce qu'il peut faire pour améliorer son classement. Est-ce qu'il est, si possible, d'avoir A3 ou A4? Le challenger, c'est le candidat A2. Le challenger est A2, signifie quoi? Signifie que si le candidat A1 entre dans le vote et élimine le meilleur, donc déclare une préférence autre que sa préférence R1, et que si dans cette préférence, le candidat A1 est plutôt en dernière position, dans ce cas, l'élu serait le joueur, le candidat A2. Mais au vu de R1, au vu de sa préférence, il n'a pas intérêt à poser ses gestes, puisqu'on quittera de A1 pour A2. Or, pour lui, A1 est meilleur que A2. Donc, dans cette situation, pour lui, il ferait mieux de déclarer sa préférence sincère. Et les distancés? C'est les candidats A3 et A4. Donc, c'est un peu ce type d'analyse qu'on fait. Je prends son profil R, je me place au niveau d'un joueur 1, et il regarde ce que les autres ont. Il se demande par rapport à ce groupe, est-ce que j'ai intérêt à mais ça aussi, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une information complète. Mais ce n'est pas une information complète ici. C'est une hypothèse de travail. Il se dit, attention, si on était à ce niveau, il va donc collecter, c'est pour cela que passe au résultat général, pour qu'on regarde un peu l'ensemble de manipulations. L'ensemble de manipulations, tous les grands ne se trouvent pas dans ce que nous avons projeté. Mais il y a le théorème pour le seuil qui donne le R pour lequel Oui, il te donne le R.
quel est le type de RI manipulable et sur lequel on va arriver à la manipulation maximale. Dans tous les cas, ça permet de voir un peu pourquoi on a été obligé de faire cette analyse par l'échelle et les distancer pour pouvoir avoir le seuil de manipulation. Mais si tu peux retourner encore là où il y avait le challenger là. Le challenger peut être élu. Pardon? Qu'est-ce qui distingue le challenger des autres qui ne sont pas A1? Qu'est-ce qui fait qu'il est challenger? Il est challenger parce que si le joueur 1 entre dans la procédure de vote et élimine le meilleur, alors il est élu. Par contre, les candidats distancés ne peuvent pas être élus, quelle que soit la préférence que déclare le joueur 1. Si on a dans cette classe-là, comment tout le monde vient Et 3 candidats. Donc, le pourcentage de ce seuil nous donne 66,66. C'est-à-dire, nous prenons le cardinal du plus grand ensemble d'informations qui permet la manipulation. Nous divisons par le cardinal de L-I tout entier et nous multiplions par 100. Ça veut dire le plus grand ensemble qui permet la manipulation dans ce cas, quand on regarde les contingences que cet ensemble contient par rapport à toutes les contingences possibles, le pourcentage des contingences que cet ensemble comporte est de 66%. Alors, pour qu'ils comprennent, on veut la situation est meilleure quand c'est grand ou quand c'est petit? La situation est meilleure quand c'est petit, quand la procédure est moins manipulable. Je dis l'ensemble. L'ensemble, c'est le degré d'information qu'on devrait avoir pour manipuler. Par conséquent, plus on a besoin d'informations pour manipuler, moins la règle est manipulable. C'est ça? Plus on a besoin. Est-ce que beaucoup ou peu d'informations, c'est grand D, grand? Si on dit on a beaucoup d'informations, parce que grand D est grand cardinal. Quand on a beaucoup d'informations, le cardinal de grand D est plus petit. Quand on a moins d'informations, le cardinal de grand D est plus grand. Et là, les autres joueurs, il ferait mieux de ne pas déclarer sa préférence sincère et plutôt déclarer une autre. Dans tous les cas, il a un résultat au moins aussi bon. Il existe des cas où il améliore strictement le résultat aussi bon. J'avais un certain nombre de questions, certaines questions nous ont obtenu des réponses. Son entretien avec le candidat. Il y avait des questions sur ce qui serait l'apport personnel du candidat dans ce travail, parce qu'à un moment donné, il a utilisé l'expression nous avons obtenu le résultat sur ce qui suppose qu'il y a eu une production personnelle de sa part. J'ai eu quelques réponses à cette question quand le professeur Angela parlait de cahier de charge. J'ai vu un peu ce qu'il avait dans son travail. J'ai également eu une part de réponse à ce que je voulais savoir concernant les cas pratiques. Est-ce que vous pouvez bon, est-ce que vous avez eu à réfléchir
ou bien assimiler des cas de ces applications, puisque c'est des choses qui sont appliquées aux sciences sociales. Mais par rapport à ce qu'on fait jusqu'à présent, est-ce que ce serait une forme fiable? Je parle des candidats à un concours central. Nous, en voulant aller dans une société, il y a un certain nombre de dossiers. Non. Le directeur de la société vous demande de lui proposer une méthode pour évaluer ces normes. Parce que c'est la première question. Au niveau de l'application, est-ce que c'est ce que trouver des applications certaines dans certains travaux, dans certaines spécialités, le seuil représente un niveau qui est tel que pour que quelque chose ait lieu, il faut qu'on aille au-delà. Ou alors, tant que c'est inférieur, on n'a rien. Est-ce que c'est la même notion qu'on trouve ici? La question sur le seuil. La notion de seuil que nous exposons ici rejoint effectivement celle dont vous faites allusion. Le seuil ici nous donne un niveau où en deçà de ce niveau, la fonction est manipulable. Mais dès qu'on traverse ce niveau, elle n'est plus manipulable. Par exemple, dans le cas de 2 joueurs, 3 candidats, ça veut dire l'ensemble d'informations le plus grand possible avec lequel un joueur peut manipuler ne peut contenir que au plus 4 éléments. Il ne peut pas avoir un ensemble d'informations avec 5 éléments qui lui permettent de manipuler. De déclarer sa préférence sincère, il peut chercher à mieux s'informer sur les classements des autres pour remplacer par sa préférence sincère par une autre préférence. Ainsi, cette préférence qu'il va déclarer va améliorer le résultat final. C'est-à-dire, s'il avait déclaré sa préférence RI, il y a un résultat qui est venu. Mais il a un ensemble d'informations. Et il sait que son ensemble d'informations a un plus petit nombre que de seuils. Ainsi donc, il s'est dit qu'il est possible pour lui de déclarer une autre préférence et changer le résultat, avoir un résultat meilleur pour lui. Dans d'autres cas, ça c'est lorsque l'ensemble d'informations est... L'ensemble d'informations est plus petit que le seuil. Mais dès qu'il a un ensemble d'informations qui a un nombre de contingences plus grand que le seuil, il sait qu'avec cet ensemble d'informations-là, il ne peut pas tenter de manipuler. Il n'a pas l'information nécessaire. Il sait qu'avec cet ensemble d'informations-là, s'il ne déclare pas sa préférence sincère, il y aura au moins une situation où il pourra perdre. Est-ce que, pour un nombre de joueurs un peu plus grand, le seuil se rapproche d'une certaine valeur qu'on peut réussir à caractériser ou à l'avoir? Puisque si on se rend compte que dans le cas où on a 4 candidats, on sait que la procédure est toujours manipulable. Si le seuil est décroissant, est-ce qu'il y a une certaine convergence quand le n devient assez grand? C'est par rapport à n. Avec m fixé. Oui. Oui. Il a la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je commencerai par féliciter le candidat parce que j'ai bien apprécié son exposé. Je trouve qu'il a bien posé son problème et il a bien présenté son travail. Je voudrais également le féliciter parce que sur le plan technique, j'ai lu un certain nombre de démonstrations et je n'ai pas trouvé de faute. Aussi, sa capacité à utiliser un travail déjà fait
pour lui-même produire un autre dans un autre cadre. Et je crois que c'est encouragé. Mais le point où je ne suis vraiment pas d'accord avec lui, c'est celui de la relation. Candidat distancé, meilleur, ainsi de suite. Est-ce que c'est vous qui l'introduisez? Est-ce que le sens qu'il a donné à ce terme est le même sens que vous donnez? Oui, mais oui, c'est le même sens, mais il y a, pour la caractérisation du meilleur et des challengers, c'est différent. Vous êtes au niveau des résultats, je parle de la définition. Je pense que vous avez le droit d'emprunter certains termes, mais de citer quand même les auteurs. Même si les définitions mathématiques vont être différentes, je pense que c'est le même esprit, vous devez le faire. L'introduction aussi, c'est pareil. Il n'y a aucune position au niveau du travail par rapport à ce travail. Vous avez été à une situation de vote. Est-ce que vous pouvez établir une similitude entre la manipulation en information complète, par exemple, et l'équilibre de Nash? En information complète. Où aucun joueur ne gagnerait à dévier sur les stratégies de cette situation. Donc, les déviations dans ce cadre de jeu sur forme normale peuvent être considérées comme des situations de manipulation pour les fonctions du choix social. Donc, comme changer de stratégie. Chaque joueur connaît la préférence en information complète. Vous, personnellement, la procédure utilisée est connue, la pluralité ou l'antipluralité. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous manipulez? Vous êtes dans un contexte. Si je suis dans le comité et que mon but c'est de gagner plus, et si je trouve une occasion où je peux gagner plus, pourquoi je resterai sur ma préférence sincère? Sauf que les autres ont réfléchi comme ça. Hein? Le joueur, il change seul sa préférence, mais les autres sont fidèles. Quand on parle d'information complète, tout se passe comme si les autres joueurs avaient déjà déclaré leur préférence. De l'information complète. C'est-à-dire, dans cette situation, on dit si peut-être tous les joueurs ont déjà déclaré leur préférence, qu'est-ce qui est nécessaire pour moi? Ma préférence sincère ou alors une autre préférence? On va tout le tour du travail. Mais peut-être ce que j'aurais pu ajouter sûrement sur la nécessité de refaire un travail analogue à sur la pluralité, sur l'antipluralité. En fait, les différences fondamentales portent sur la pluralité demande à chaque votant de déclarer qui est le meilleur. Et sur l'antipluralité, de déclarer qui est le pire. Or, la dualité serait observée rapidement si on avait deux candidats. C'est-à-dire, si on a deux candidats A et B, si A est meilleur, on est sûr que B est dernier, c'est-à-dire B. Donc, on peut déduire le résultat. Ça, c'est une simplification. On suppose que chacun déclare ses préférences. C'est la formule qui prend. D'accord. Pas de questions? Nous prions l'assistance de se retirer pour nous permettre de délibérer.
Il faut saluer le père, il faut saluer le père. Ça va passer, c'est pas. Elle vient prendre l'onction. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire parce que et si se rendre compte que je ne suis pas là pendant la soutenance. Le candidat, maintenant, il faut que je prenne la place. Mais Kuko Yonta Aurélien. Alors, le jury a délibéré sur votre travail et a estimé que vous avez mené une étude originale sur la détermination des ensembles d'informations du seuil de manipulabilité pour la titularisation et que vous avez fait une bonne présentation orale ici devant nous. En vertu de quoi le jury vous a attribué la note 16,5 sur 20. Et il faut qu'on le finisse avant la nuit. Par conséquent, on peut attendre la fin. Tu es satisfait? Très satisfait. Je suis très satisfait. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Oh, élevons-le. Élevons-le.
I'll give you pleasure.